up the table. We will add more chairs. J'invite donc Rémi Petitot, qui va s'exprimer au nom de Françoise Grossetête. Vous êtes son attaché parlementaire chargé de ces questions de santé. Voilà, je vous laisse la parole, vous lui joindrez aussi à lui pour la table. Voilà, je vous remercie. Donc, je voudrais tout d'abord commencer par réitérer les excuses de Françoise Grossetête, qui, malgré son grand intérêt pour les questions de santé et tout l'intérêt qu'elle aurait eu à être ici aujourd'hui, a été retenue au Parlement européen par des votes, et donc elle a dû rester à Bruxelles. Elle m'a cependant chargé de vous transmettre un certain nombre de messages qui lui tiennent à cœur. Elle aurait d'abord voulu remercier pour leur invitation le Cercle de Belém et ses cofondateurs, Pierre Benedetta et Nicolas Bouzou, dont elle n'aurait sans doute pas renié les propos introductifs sur le regrettable manque d'intérêt des médias et d'une partie de la classe politique pour les questions européennes, qui mériterait sans doute un peu plus d'attention, mais c'est un autre sujet. Son engagement sur les questions de santé et la réglementation du médicament est assez connu au niveau européen, puisqu'elle a notamment été rapporteure du règlement sur les médicaments orphelins, de celui sur les médicaments pédiatriques, de la révision de la directive sur les médicaments humains, de la directive sur les soins de santé transfrontaliers et plus récemment du dernier programme santé européen. À ce titre-là, elle a pu mesurer au cours des années, au cours de ces différents mandats, l'évolution du paysage européen du médicament. Et elle a vu l'industrie pharmaceutique, après des années de résultats en dents de scie, être à nouveau en mesure de commercialiser des innovations qui sont réellement des innovations de rupture dans le domaine de l'immuno-oncologie, par exemple, on l'a mentionné tout à l'heure, et des innovations qui vont considérablement changer la donne. Elle a vu les progrès de la thérapie génique, de la médecine personnalisée, qui vont également faire entrer la médecine dans une ère nouvelle. Ces innovations promettent de bousculer tout à fait radicalement nos systèmes de soins et cette révolution, car le mot n'est pas trop fort, est à mettre en perspective avec deux principes qui lui sont particulièrement chers et qui ont toujours guidé son action dans le domaine de la santé. Le premier, c'est celui de l'égal accès de tous les Européens à des soins de qualité. Il est au cœur des compétences de l'Union européenne en matière de santé, puisqu'il est mentionné dans le traité. Et le second principe, et ça permet de rebondir aussi sur un certain nombre de choses qui ont été dites durant la première table ronde, le second principe vise à reconnaître les dépenses de santé non pas uniquement et systématiquement comme un coût, mais bien comme un investissement de long terme, qui permet aussi des retours sur investissement. Ce principe est depuis toujours un des grands chevaux de bataille de Mme Grossetête qu'elle tente de rappeler en permanence. La question qui découle de tout ça est la suivante, c'est celle qui est au cœur de nos débats aujourd'hui. Comment faciliter un accès de tous les patients à des produits innovants et personnalisés, par nature plus coûteux, dans un contexte de réduction drastique des dépenses publiques? Cette question est au centre d'un rapport qui est actuellement à l'étude au Parlement européen sur la problématique, la question de l'accès aux médicaments. Et c'est une question, ça a été mentionné un peu plus tôt par M. Houillet, qui doit faire l'objet d'un débat qui ne soit pas dicté par de simples considérations émotionnelles. Et là aussi, ça a été dit pendant la première table ronde. On a parlé du refus de la complexité, qui ne c'est sans doute pas seulement le fait de certains citoyens mal informés, mais qui est malheureusement aussi le fait de certaines personnalités politiques un peu démagogues. Et sur ces questions-là, en l'occurrence, on le voit beaucoup et c'est assez malheureux. Alors, le cas du Sovaldi, bien sûr, pour l'hépatite C, qui a été mentionné également, a récemment défrayé la chronique et provoqué, à tort et à raison, un certain émoi parmi les citoyens européens. Il y a eu aussi en matière de prix des cas d'abus injustifiables qu'on ne peut pas tolérer dès lors qu'il s'agit de la santé de nos concitoyens. Le propos de Mme Grossetête n'est donc pas de donner un blanc-seing à l'industrie pharmaceutique, mais plutôt de considérer de façon rationnelle la question des prix. Alors d'abord, elle aurait aimé revenir sur deux postulats dont part souvent le débat, qui s'avèrent être faux. Le premier, c'est celui selon lequel l'industrie est seule en mesure de fixer les prix des médicaments et les termes de la négociation. C'est faux parce que c'est oublié qu'en Europe, dans tous les pays européens, les prix des médicaments remboursés
sont des prix réglementés, et ça a été bien démontré dans une note de Pierre Matata pour l'Institut Molinari. Le second, c'est le postulat selon lequel le prix et la protection de la propriété intellectuelle sont forcément liés, et que plus on protège la propriété intellectuelle, plus les prix sont élevés. C'est une corrélation qui là aussi s'avère souvent fausse et qui est à l'origine d'une chasse aux sorcières contre les brevets et les mesures incitatives basées sur la protection de la propriété intellectuelle, qui là aussi fait beaucoup de tort au débat. Alors une fois ces deux postulats rétablis, il faut se rendre compte évidemment que le statu quo n'est plus une option. Et l'avenir de l'innovation médicale, pour Françoise Grossetête, passe donc par 4 piliers. Le premier, c'est l'adaptabilité. De nouveaux modèles d'autorisation des médicaments, plus pragmatiques, plus flexibles, sont nécessaires. Le mécanisme d'Adaptive Pathways, qui a été développé par l'Agence européenne du médicament, d'autres procédures d'accès accélérées, comme l'autorisation temporaire d'utilisation qui a été récemment introduite en France, vont dans la bonne direction et doivent faire partie intégrante du futur cadre réglementaire du médicament. C'est la première chose. Le second pilier, c'est la solidarité. Une solidarité qui doit être une réalité pour nos systèmes de protection sociale, qui sont basés sur ce principe, et donc une solidarité qui doit continuer bien sûr à s'imposer. Mais une solidarité qui doit aussi s'imposer aux États membres de l'Union européenne, et qui doit s'appliquer entre États membres de l'Union européenne. Ils doivent mieux coopérer ensemble pour pouvoir bénéficier du potentiel offert par l'échelle européenne, et les efforts de la Commission européenne pour mettre en place une meilleure coordination des systèmes de HTA va dans ce sens-là. La solidarité, c'est aussi accepter, ça a été mentionné également un peu plus tôt, que le prix du médicament n'est pas fonction uniquement du rapport coût-bénéfice du produit pour le patient, mais aussi pour la société dans son ensemble. Les États membres, pour revenir à la solidarité nécessaire entre les différents États, doivent aussi accepter l'idée que les prix différenciés permettent de faciliter l'accès au traitement dans des pays moins favorisés. Et donc, là aussi, ça a été mentionné un petit peu plus tôt. Le troisième pilier, c'est l'efficacité. Françoise Grossetête estime que plus l'attention doit être portée à l'efficacité réelle des médicaments, des nouveaux traitements, et sur la mesure des résultats apportés pour les patients. Les prix des traitements sont évidemment indissociables des coûts de développement, mais ils doivent être aussi calculés en fonction des résultats. Le calcul des prix basé sur la valeur des produits, plutôt que sur leur coût uniquement, constitue une tendance d'avenir qui ne fera sans doute que se développer. Le quatrième et dernier pilier, c'est la connectivité. Il est impossible d'ignorer les énormes changements que vont apporter la e-santé, la télémédecine, la numérisation du secteur de la santé. Ces changements vont permettre d'apporter aux patients, à l'industrie et aux payeurs des outils incroyables, notamment en matière de collecte de données, d'accès au traitement, de personnalisation des soins et de baisse des coûts de façon générale. Donc, adaptabilité, adaptabilité, solidarité, connectivité et efficacité sont les 4 piliers pour la santé du futur sur lesquels Françoise Grossetête aurait aimé insister. Le secteur de la santé, comme beaucoup d'autres secteurs, est aujourd'hui, elle en est bien consciente, à un tournant majeur. Plus rien ne sera comme avant. Les modèles de fixation des prix, le business model même des laboratoires seront amenés à évoluer. Les conservatismes seront érodés. Cela mène évidemment des perspectives passionnantes pour les patients, pour les industriels, mais ces changements entraînent aussi leur lot d'inquiétudes de tous les côtés. On le voit en matière de politique publique, quand on participe à l'élaboration des politiques publiques dans ce domaine, que ceux qui appuient sur le frein ne sont pas toujours ceux qu'on croit. C'est normal, il faut prendre en compte ces inquiétudes, et plutôt que d'appuyer sur le frein, Françoise Grossetête estime pour sa part que le rôle du politique est au contraire d'accompagner ces changements, de les façonner, afin que la France et l'Europe en général ne manquent pas le train de cette nouvelle révolution. Voilà, c'était l'essentiel de son propos. Merci à vous. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Vous pourrez participer aux réponses, aux interpellations qui seront faites. Nous passons à cette deuxième table ronde.
qui va nous aider à porter un regard européen sur cette question de la valorisation du médicament innovant. L'Europe peut être une source d'inspiration. Voilà, nous avons commencé à entrer dans la matière, dans le vif du sujet avec M. Bart Vermeulen. Nous allons continuer notre exploration du continent. Alors notre première intervenante sera à nouveau sur scène comme sur la première table ronde, Pierre Bentata, donc je ne vous présente plus. Voilà, vous allez nous parler des médicaments innovants. Sont-ils élevés en Europe? Voilà, je vous laisse la parole. Alors, est-ce que les prix sont trop élevés? Comme tout à l'heure, je vais encore éluder la question pour la poser différemment. Qu'est-ce que c'est un prix? Un prix, c'est juste un révélateur d'information. C'est en fait le véhicule de l'ensemble de l'information dont on a besoin dans une économie. Ça révèle en même temps les attentes des consommateurs, l'intensité de leurs préférences. À ce titre, quand vous achetez quelque chose plutôt qu'autre chose, vous avez voté pour un bien. Vous avez donc montré que vous préfériez celui-ci plutôt que l'autre. Et c'est une information que vous révélez et que vous fournissez au marché et aux entreprises. De la même manière, pour une entreprise, le prix, il révèle les coûts. Par les prix, l'entreprise, elle est obligée de montrer jusqu'où elle peut aller. Et donc, du coup, comment elle s'organise, quelle est l'entreprise la plus efficace, quelle est sa façon de produire. Et puis, c'est une information pour les gens qui ne sont pas sur le marché. Est-ce que c'est rentable de rentrer ou pas? Est-ce que les prix sont en train de grimper alors qu'il ne s'est rien passé dans le processus de production, ce qui veut dire que les clients, dans ce cas-là, sont de plus en plus nombreux ou préfèrent ce bien, alors il faut rentrer sur ce marché. Est-ce qu'il baisse? Alors si les prix baissent et que rien d'autre ne s'est passé, c'est qu'il y a un désamour pour ce bien. Bref, le prix, c'est le meilleur agrégat d'informations qu'on puisse avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'économie de marché fonctionne. La seule chose qui marche dans l'économie de marché, la seule supériorité qu'elle a sur un autre système, c'est les prix. Alors comme vous le voyez ici, se poser la question de est-ce que les prix de médicaments innovants sont trop élevés, ça nécessite de faire l'hypothèse qu'il y a un marché. Parce que sans marché, le prix ne veut rien dire. Et comme vous le voyez ici, voilà le système en France. Quand vous commencez, alors je sais que vous êtes au courant, mais pour faire très vite, vous avez un médicament, vous décidez qu'il va devenir remboursable, vous espérez qu'il soit remboursable, commence un parcours réglementaire incroyable. Vous commencez d'abord par faire une demande auprès de la NSM, qui va faire une première analyse bénéfice-risque. À partir de là, il va falloir choisir si le médicament fonctionne et à quel point pour déterminer quel va être le niveau de remboursement. On va donc passer par la NSM qui va évaluer quel est le service médical rendu du médicament. En fonction du service médical rendu, on va choisir quel est le niveau de remboursement du médicament. Une fois qu'on a choisi le remboursement du médicament, alors on va aller devant la Commission économique des produits de santé. Et là, celui-là va évaluer cette fois-ci l'amélioration du service rendu. Alors l'amélioration du service rendu, cette fois-ci, c'est comparativement à d'autres médicaments qui traitent la même pathologie, à quel point on a amélioré ici l'efficacité ou la qualité des soins. Et en fonction de ça, on va donc regarder maintenant quel est le niveau de prix. Mais ce niveau de prix, il va être d'une certaine manière négocié. Mais négocié d'une façon que nous, on ne connaîtra pas. Il sera négocié entre les labos et le CEPS. Sauf qu'en dernier recours, le CEPS va décider lui-même de quel sera le prix si vraiment on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ici, le problème, c'est pas tant que finalement nous, on ne soit pas au courant, c'est que, comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y a pas de révélation d'information. Le laboratoire, il a beau faire tout ce qu'il veut, même s'il est incroyablement de bonne foi, il n'en sait rien quel est le prix. Pour qu'il y ait un prix, il faut savoir quelle est l'intensité des besoins, il faut savoir se concentrer et observer ce que font les autres. De la même manière, le régulateur, le CEPS en l'occurrence, il peut être aussi bon qu'il veut, il ne peut pas savoir ce qui se passe parce qu'il n'a pas l'information qui est dans la tête des gens, qui est dans la tête des laboratoires, et en fait derrière chacun des individus, dans les labos eux-mêmes, pour savoir quels sont les coûts. Donc, au bout du compte, il va falloir fixer un prix, mais qui ne révèle pas grand-chose. Et vous allez arriver avec un prix qui va être un prix qui peut nous énerver, qui peut nous paraître incroyablement élevé. En réalité, on n'en sait rien. Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est bas? On ne sait pas, puisque la seule chose qui est censée faire un prix, ça n'est pas présent dans ce système. En d'autres termes, tant qu'on n'a pas de concurrence, tant qu'on n'a pas un marché, on ne peut pas avoir de prix. Alors on a eu la question tout à l'heure sur la demande. Qui fait la demande? Ici, on pourrait dire, ok, laissons le marché faire complètement, et laissons les clients, laissons les patients acheter. Évidemment, on voit bien qu'il y a un risque, puisque c'est un marché très particulier, et que les patients sont quelque part captifs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a ce système. Le système n'est pas stupide en soi, mais il
se trouve qu'il a un vice intrinsèque. Alors, une autre façon de faire, c'est d'obliger les laboratoires à révéler leurs propres informations. D'une certaine manière, peut-être que même eux ne savent pas finalement quel est vraiment leur coût, quels sont vraiment leurs coûts et donc quel est le prix potentiel. Alors, comment faire? Il va falloir réintégrer de la concurrence dans ce système. Si on ne peut pas le faire au niveau des patients eux-mêmes, par contre, il existe un autre groupe qui a suffisamment de pouvoir de négociation et qui a une expertise dans l'analyse des risques et l'évaluation des bénéfices. Ce sont les assureurs eux-mêmes. Sauf que ici, eux, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, est-ce qu'un prix élevé, tant qu'on n'aura pas de toute façon une réelle concurrence entre les laboratoires et les assureurs étant en concurrence accepteront de rembourser à un certain niveau, ou peu importe les modalités auxquelles on pense, ils forceront du coup, en proposant certaines prises de risque, ils forceraient les laboratoires eux-mêmes à révéler quelle est l'information, quel est le minimum acceptable. Et donc du coup, on arriverait à avoir une information sur le prix. Tant que ce n'est pas le cas, il est impossible de savoir. Est-ce que les prix du médicament innovant sont élevés? Comme tout à l'heure, on n'en sait rien, il n'y a pas de prix. On a juste quelque chose qui est fixé, mais ça n'est pas un prix. Pas d'information, donc pas de prix. Merci Pierre Vendetta. Alors vous avez parlé de ce flou, cette absence de prix, de connaissances. Je passe la parole à Eline van den Broek, qui va nous expliquer comment les prix des médicaments innovants sont fixés en Europe, parce qu'il existe des pratiques meilleures que d'autres du point de vue de l'efficience, de l'équité. Votre propos nous aura permis de mesurer à quel point la question est complexe. Eline van den Broek, vous êtes économiste de la santé et vous dirigez l'institut qui analyse les politiques économiques, qui est un institut néerlandais, Quidnovi. Vous vivez aux États-Unis actuellement, donc vous avez aussi un regard sur ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, je vous laisse la parole.